Les huitièmes de finale de l'Euro, ça va être du lourd, du archi lourd. Et donc dans cette vidéo, je vais vous proposer mes pronostics pour ces huitièmes de finale de l'Euro. Sur ce, salut les amis, la vidéo va commencer. Sans plus tarder, passons au premier huitième de finale, Espagne-Géorgie. Et franchement, c'est une rencontre qui est très intéressante, puisque les Espagnols sont pour le moment la meilleure équipe de l'Euro. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. C'est la seule équipe qui est à 9 points sur ses phases de groupe. Donc c'est la seule équipe qui a fait le perfect en phase de groupe. Et franchement, c'est mérité. En termes de jeu, l'Espagne a pour moi jamais été aussi forte durant ces 3-4 dernières années. C'est franchement une magnifique équipe, avec toujours ce jeu de possession, un petit peu en tiki-taka, mais avec beaucoup de verticalité qui soit apportée par Nico Williams et par Lamine Yamal notamment, mais également par Morata avec ses bons appels en profondeur. Franchement, cette équipe d'Espagne, je la trouve très intéressante. Ils sont assez solides à toutes les lignes. En défense, la défense centrale tient la route avec Aymeric Laporte et Robin Lenormand. En termes de latéraux, ils sont très bien dotés, puisqu'avec Dani Carvajal et Marco Correa, ça marche super bien. Et après, au milieu de terrain, Rodri, Pedri, Fabian, c'est franchement du très très haut niveau. Donc voilà, c'est très intéressant. Et cette ligne d'attaque, Lamine Yamal, Nico Williams, c'est du top niveau. Ils sont excellentissimes. Par contre, il est vrai qu'ils ont quelquefois manqué un petit peu de réalisme, comme par exemple face à l'Italie. Mais il est vrai que la performance de Donnarumma n'avait pas aidé à être plus efficace. Mais parfois, l'Espagne peut avoir des petits moments de doute au niveau de son efficacité. Mais pour moi, en termes de jeu, ils sont extrêmement forts et ils ont écrasé totalement cette phase de poule. Pour ce qui est de la Géorgie, c'est intéressant aussi, puisque c'est un petit peu le petit pousset de cet euro, mais il faut quand même pas les sous-estimer. Ils sont allés chercher une victoire face au Portugal 2-0, une très belle victoire, et puis je tiens quand même à rappeler que le buteur de la Géorgie est également le meilleur buteur de l'euro. Georges Mikotadze fait un excellent euro, réalise une très grande compétition, il est vraiment très très fort, et c'est vrai que ce duo Kvaratskhelia et Mikotadze en attaque, c'est très très fort. Mais il ne faut pas oublier également le gardien, Mamadashvili, qui est pour moi excellent en ce début d'Euro. Franchement, entre Donnarumma et lui, c'est compliqué de trancher pour savoir qui est le meilleur gardien. Moi, personnellement, je le trouve très très fort dans ce début d'Euro, et il avait même réalisé une très belle saison. Donc, cette équipe de la Géorgie n'est pas à sous-estimer. Pour autant, j'ai dit du bien de cette équipe de la Géorgie, mais faut le dire, les Espagnols, là, ils sont vraiment trop forts, ils sont dans une très bonne lancée. Je suis obligé de partir pour eux. Je ne peux pas partir contre ces Espagnols qui sont pour moi l'équipe la plus impressionnante en ce début d'Euro. Donc pour moi, l'Espagne sortira vainqueur de ce huitième de finale. Pour le prochain huitième de finale, on va parler d'Allemagne-Danemark. Et franchement, c'est une magnifique rencontre. C'est une rencontre qu'on n'a pas eu l'habitude de voir sur ces dernières compétitions internationales. Et franchement, c'est trop cool. Et pour moi, elle est plus équilibrée que ce qu'on croit, cette rencontre. Parce que le Danemark a pour moi été assez mal payé dans cette phase de groupe. Pour moi, ils auraient pu avoir encore plus de points, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que avec un Højlund un petit peu plus tueur à la finition, le Danemark aurait pu espérer plus de points dans cette phase de groupe. Mais pour autant, le reste de cette équipe danoise est exceptionnel, avec le retour de Mikkel Damsgaard en grâce, avec un duo Eriksen, Hjulmand au milieu de terrain, mais c'est du très très haut niveau, c'est franchement excellentissime, et surtout avec Vestergaard, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs sur ce début d'Euro. Donc franchement, ça m'étonnerait pas que cette équipe danoise pose de gros problèmes à cette équipe d'Allemagne. Pour ce qui est des Allemands maintenant, c'est pour moi toujours l'un des favoris pour cet Euro. Alors il est vrai qu'ils n'ont pas fait le perfect, puisqu'au dernier match, ils ont fait ce match nul face à la Suisse. Mais pour moi, les Allemands, c'est vraiment une équipe ultra intéressante, avec notamment ces 4 joueurs offensifs qui arrivent à parfaitement combiner dans les demi-espaces, et surtout avec ce duo Musiala-Wirtz, qui est pour moi excellent sur ce début d'Euro. Même Kaya Wirtz et Gundogan sont plutôt bons, mais pour moi, Musiala et Wirtz se sont vraiment détachés, et surtout au milieu de terrain, un petit peu en dessous dans ce double pivot. Toni Kroos, Andrich, ça marche super bien. C'est excellent. Et franchement, Nagelsmann a pour moi trouvé une bonne formule. Toni Kroos est à son prime. Il est vraiment excellentissime.
Et je pense que cette équipe d'Allemagne ne pourrait pas autant rayonner s'il n'avait pas Toni Kroos. Et même en défense, qu'est-ce que c'est solide. Manuel Neuer est toujours aussi bon. Et Jonathan Tah, c'est ultra solide. Ils sont ultra bons tous les deux. Et franchement, je pense que cette équipe d'Allemagne peut vraiment aller jusqu'au bout de cet euro. Et même les latéraux, bah Kimmich, on le connaît déjà depuis bien longtemps et il fait toujours du Kimmich, donc il est toujours très bon. Mais surtout Maximilian Mittelstädt est vraiment en train de se montrer aux yeux du monde entier. Il est vraiment excellent. Et pour moi, sans surprise, l'Allemagne devrait tout de même se qualifier. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'Allemagne va passer sans problème. Je pense que cette équipe d'Allemagne est plus forte que cette équipe du Danemark. Mais le Danemark a posé des problèmes à l'Angleterre. Et il y a en 2021 et cette année. Et pour moi, si le Danemark passe, c'est pas totalement inattendu non plus. Ces Danois sont assez dangereux, c'est une assez bonne équipe, donc faut quand même faire attention. Passons au prochain huitième de finale et passons à Portugal-Slovénie. Et franchement, bah, c'est l'un des duels les plus déséquilibrés de ces huitièmes de finale. Pour moi, la Slovénie était une assez bonne équipe avec un effectif très intéressant et surtout avec un des cracks à suivre pour moi de cet euro, Benjamin Sesko. Mais Benjamin Sesko devait emmener cette équipe. Et franchement, on l'a pas trop vu. Sesko est resté muet devant le but. Et surtout, j'ai trouvé ses mouvements parfois très intéressants, certes, mais il n'a pas été beaucoup trouvé. Et surtout, le nombre de points qu'ils ont eu. Ils ont 3 points, juste 3 matchs nuls. Et c'est vrai que ça montre une certaine solidité défensive, mais ces matchs nuls-là sont pas très consistants. Ça montre également le fait qu'offensivement, ils n'arrivent pas à produire beaucoup. Ils ont extrêmement peu le ballon, que ce soit face à des équipes très protagonistes ou même face à des équipes qui gardent également moins le ballon. Donc franchement, cette Slovénie, moi, me rassure pas du tout et cette phase de poule me dit rien qui vaille. Après, comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Pour ce qui est du Portugal, eh bien, eux, ils ont terminé la phase de poule avec 6 points. Mais le dernier match où ils ont perdu face à la Géorgie, eh bien, ils avaient fait tourner, ils avaient mis l'équipe B, hein, littéralement. Et pour moi, cette équipe du Portugal est l'une des favorites. Parce que ce que j'ai vu durant cette phase de groupe, c'est très impressionnant. Ils sont bons à toutes les lignes, que ce soit sur le front de l'attaque avec Bernardo, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Au milieu de terrain avec Bruno Fernandes, Vitinha, qui sont pour moi extrêmement forts. Avec également Nuno Mendes sur le côté, enfin c'est fou. Et en défense avec Pep, Ruben Dias, enfin c'est vraiment une magnifique équipe, cette équipe du Portugal. Et même avec Diogo Costa dans les buts, ils ont enfin un très très grand gardien, les Portugais. Donc franchement, ça fait plaisir. Et je me dis, surtout moi en tant que fan parisien, j'ai suivi beaucoup les performances de Vitinha et je l'ai trouvé tellement fort. Ce qu'il fait, c'est dans la parfaite continuité de ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain. Et franchement, si le Portugal est aussi bon dans le jeu, c'est, je pense, un peu grâce à la créativité de Vitinha et de Bruno Fernandes au milieu de terrain. Pour moi, cette équipe vraiment du Portugal est extrêmement impressionnante, également dans la conservation du ballon. Ils arrivent à conserver le ballon tout en ayant de très belles occasions grâce à de la créativité générée par Vitinha, Bruno Fernandes sur du jeu long, mais également en combinant dans les petits espaces. Et surtout ce Cristiano Ronaldo qui se mue un petit peu plus en playmaker, en joueur qui joue comme un pivot, c'est-à-dire qui va faire de la déviation, mais également comme un joueur distribuant des passes décisives. J'aimerais bien voir quand même le Cristiano buteur, hein, voilà, pour la beauté de cet euro. Mais voilà, je le trouve vraiment très intéressant dans ce domaine. Et sans plus de surprise, je pense que le Portugal devrait s'imposer et assez facilement face à la Slovénie. Passons au dernier huitième de finale de cette partie de tableau. Passons au Belgique-France, le prono que tout le monde attend depuis le début de la vidéo. Et c'est un match qui est assez équilibré à mon goût, puisque on peut faire pas mal de reproches aux uns comme aux autres. Et pour ce qui est de la Belgique, déjà, j'ai pas été très rassuré par leur phase de groupe. Pour moi, il n'y a eu qu'une seule bonne rencontre. Celle face à la Roumanie. D'ailleurs, celle où ils ont gagné, surtout. Puisque dans leurs deux autres matchs, bah, c'est simple,
Sur cette phase de groupe, c'est une victoire, un match nul, une défaite. Donc c'est assez équilibré au moins, si je peux dire ça comme ça. Mais il ne faut pas les enterrer trop vite. Puisque la Belgique, c'est quand même une équipe qui a une animosité envers l'équipe de France. Et ça a été alimenté également par les médias récemment, surtout sur la chaîne L'équipe, qui a manqué totalement de respect à cette équipe belge. Et pour moi, ça pourrait alimenter cette animosité et surtout les pousser à vraiment se surpasser et à augmenter le niveau. Pour autant, c'est vrai que défensivement, ça marche pas du tout côté belge. Pour moi, cette défense fait très peur. Il manque pas mal de vitesse. Zeno de Bast est encore un joueur assez jeune justement. Axel Witsel, lui pour le coup, est lent. Théat, arrière gauche, j'ai pas du tout aimé. Woodfaz, pareil, c'était pas du très très bon niveau. Donc franchement, cette équipe belge en défense me rassure pas. Et offensivement, ils auraient pu me rassurer. Mais pareil, il manque tellement de qualité à la finition. Là, pendant le premier match face à la Slovaquie, c'était juste donner le ballon à Doku et on verra ce qui se passe. Sauf que c'est pas une tactique, ça. Ça marche pas. Et face à l'Ukraine, c'est pareil. Tedesco était complètement choqué de la performance de ses hommes. Il était interloqué en conférence de presse, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Il a même dit, je n'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que cette équipe belge, franchement, manque parfois de beaucoup de créativité, alors que pour autant, ils ont un numéro 10 nommé Kevin De Bruyne dans l'équipe. Et surtout à la finition, pas ce pauvre Lukaku, quoi. À chaque fois qu'il frappe au but, à chaque fois qu'il marque, c'est hors-jeu, c'est refusé pour quelque chose. Et donc franchement, c'est vrai que en termes de finition, en termes de conclusion des occasions, ils sont pas bien meilleurs que les Français. Et pour ce qui est des Français, c'est simple. Nous, défensivement, on est plutôt bon. On a été assez bon sur cette phase de groupe, hormis face à la Pologne où j'ai trouvé qu'on était un petit peu plus fébrile. Mais je pense que face à la Belgique, on va se reprendre. De toute façon, avec Didier Deschamps, les phases de poule, ça n'a jamais été fou. On n'avait jamais été deuxième auparavant, mais ça n'avait jamais été le football de l'année. Et comme on est tombé dans une poule avec un niveau un peu plus élevé que celui dans lequel on tombe d'habitude, forcément, ça nous a fait bizarre. Mais je pense que Didier Deschamps arrivera à réveiller un petit peu cette équipe. Et je pense que les problèmes à la finition devraient aller mieux dans la suite de la compétition. Parce qu'on est l'une des équipes avec le plus d'XG dans ce début d'Euro, mais on est également l'équipe qui marque le moins. Enfin, l'une des équipes qui marque le moins. Donc c'est vrai que la performance offensive est assez décevante. Et surtout, en termes de créativité, on manque d'un grand Griezmann. On manque d'un meneur de jeu. Et je pense que cette suite d'Euro pourrait être conditionnée aux performances de Griezmann. Puisqu'on l'a vu sur le côté entre Barcola et Mbappé, ça a très bien marché face à la Pologne. Mais on a toujours une espèce de prévisibilité que l'on n'avait pas lorsqu'on avait un grand Griezmann. Et j'espère que Griezmann arrivera à revenir à son plus haut niveau. Parce que pour moi, on manque d'une âme créatrice. Et Kanté, même s'il fait du dépassement de fonction, que c'est très bon, que Tchouaméni quelquefois fait quelques transversales, c'est pas suffisant. Il nous manque de la créativité et elle n'est pas amenée par exemple par un Ousmane Dembélé. Et puis surtout, on n'a aucune présence dans la surface. Parce que j'aime bien Mbappé quand il dézone et Barcola est un ailier quand même. Mais à chaque fois, il nous manque quelqu'un dans la surface. Et je pense que Mbappé, avec son masque, en plus de ça, a peur un peu plus du duel. Et donc, il ne va pas chercher sur les centres en retrait, ce genre de choses. Et donc, il nous faut pour moi un numéro 9. Donc, je pense qu'il faudra également remanier la composition. Donc, je parierais sur Giroud en attaquant de pointe, Mbappé sur son côté gauche et Barcola qui retrouverait son côté droit. Parce qu'il y a aussi, qui prendrait le côté droit. Sauf qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'on ne fait aucun appel dans la profondeur. Il n'y a quasiment aucun joueur qui demande le ballon dans la profondeur. Il n'y avait que Barcola, c'est voilà. Et il y avait Mbappé entre deux, mais il le fait de moins en moins. Et ça, c'est dommage, puisque sa vitesse est l'une de ses qualités premières, et pour moi, il devrait l'exploiter. Mais bon, si tous ces problèmes sont réglés face à la Belgique, je pense que l'équipe de France devrait s'imposer. Et même si ces problèmes ne sont pas réglés, je pense qu'on devrait s'imposer aussi. Pas avec de la simplicité, parce qu'il faut quand même respecter cette équipe de Belgique qui ont pour moi des excellents joueurs. Et Tedesco, je pense que c'est un coach qui sait ce qu'il fait. Il faut faire quand même attention à cette équipe belge, mais pour moi, on devrait s'imposer.
Passons au prochain huitième de finale, qui est donc Pays-Bas-Roumanie. Et à mon goût, c'est une rencontre qui est plus équilibrée qu'on ne le pense. Parce que oui, on va commencer par les Roumains. Ils ont montré de belles choses, surtout lors de cette magnifique victoire face à l'Ukraine. Ce 3-0 absolument exceptionnel a montré que cette équipe roumaine était un collectif très fort. Parce que oui, les joueurs, ils jouent quasiment tous dans le championnat roumain. Donc en fait, ils se connaissent par cœur. Et donc on l'a vu, ça a super bien marché face à l'Ukraine. Mais faut le dire, sur le reste de la phase de poule, ça a été parfois un petit peu plus compliqué. Face à la Belgique, déjà ils ont perdu, mais forcément c'était un adversaire d'un plus haut niveau que le leur, je pense. Et puis surtout, il y avait ce sursaut des Belges, ce sursaut d'orgueil. Et au dernier match, face à la Slovaquie, ils ont obtenu un nul qui leur satisfaisait, qui était pour eux un résultat très satisfaisant. Donc finalement, la phase de poule de la Roumanie est plutôt bonne. Franchement, ils se sont très bien débrouillés. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une belle solidité défensive chez les Roumains, notamment grâce à Dragouchin, qui pour moi est l'un des meilleurs joueurs sur ce début d'Euro. Mais il faut également parler des Pays-Bas. Et les Pays-Bas, déjà, ils ont terminé 3e de ce groupe D, qui était donc composé de l'Autriche, de la France et de la Pologne. Mais ils m'ont pas rassuré. Franchement, je les ai pas trouvés très bons. J'ai pas été particulièrement surpris devant leur rencontre. Je m'attendais à ce qu'ils soient bien meilleurs. Mais ils m'ont déçu. Et j'attendais un Xavi Simons de top niveau et on l'a pas vraiment eu. Et finalement, la seule satisfaction, c'est leur match face à la Pologne. Et encore, même là, c'est pas une rencontre maîtrisée à 100%, puisqu'ils sont quand même menés au score à la base. Ils ont dû faire intervenir leur super sub, leur très bon super sub, Wout Weghorst. Donc finalement c'est une rencontre qui est assez équilibrée. Et pour moi, je vais vous donner mon prono, mais je pense que ça peut être la première surprise de ces huitièmes de finale, puisque je pense que la Roumanie va passer face aux Pays-Bas. Ce serait pas du tout étonnant si les Pays-Bas passent. Je pense que les Pays-Bas sont plus forts que cette Roumanie. Mais je me dis, cette Roumanie a un collectif très fort et a été capable de mettre 3-0 à l'Ukraine. Je pense que s'ils gagnent, ça va être une victoire compliquée. Il y aura peut-être même une victoire au tir au but. Mais ils vont le faire. Passons au suivant, et Autriche-Turquie, c'est objectivement l'un des pires matchs à pronostiquer. Sans blague, les deux équipes ont terminé leur phase de poule avec 6 points. Les deux équipes ont obtenu des victoires de prestige. Mais il faut le dire, ces deux équipes ont également des qualités similaires, puisque les Turcs, c'est simple, l'effectif est essentiellement composé de joueurs jouant dans le championnat turc ou y ayant joué. Et du côté autrichien, c'est pareil, c'est des joueurs du groupe Red Bull. Dans la grande majorité, c'est des joueurs qui sont passés par le groupe Red Bull ou par le championnat autrichien. Donc en fait, les deux équipes ont un collectif extrêmement fort. Et du côté autrichien, on a vu par exemple ce pressing tout-terrain, ce Gegenpressing de Ralf Rangnick qui a franchement extrêmement bien marché sur ce début d'Euro. Mais il y a également des joueurs créatifs comme Baumgartner ou Marcel Sabitzer qui sont extrêmement bons à la création, mais également des chiens de pressing avec Konrad Laimer qui est pour moi un excellent joueur niveau pressing, il est imbattable, c'est pour moi le meilleur joueur de pressing d'Europe. Franchement, cette équipe autrichienne, elle m'a montré de très belles choses et ils ont quand même réussi à terminer premier de ce groupe D composé de la Pologne, des Pays-Bas, de la France, je le rappelle. Donc ça aussi, c'est une magnifique performance réalisée par ces Autrichiens. Mais de l'autre côté, ces Turcs, ils ont également terminé à 6 points. Mais eux, ils sont tombés sur le Portugal qui leur a foutu un 3-0. Donc c'est vrai que il y a également des faiblesses côté turc et il y a des faiblesses côté autrichien. Parce que parfois, les Autrichiens ont tendance à mettre beaucoup trop d'agressivité. Et ça s'est vu notamment dans le match face à l'équipe de France. Mais ça s'est réglé un petit peu plus tard dans cette compétition. Donc franchement, c'est un match qui est vraiment pas facile à pronostiquer. Mais je vais quand même partir sur l'Autriche. Je vais partir sur l'Autriche parce que ce pressing est pour moi tellement fort que ces Turcs, même s'ils ont de bons joueurs de ballon comme Arda Güler, Orkun Koçu, mais il y a également des jeunes, donc Arda Güler, j'ai cité Kenan Yildiz, voilà. Mais il n'y a pas énormément de joueurs très confirmés dans cette équipe de la Turquie.
Tandis que côté autrichien, il y a des joueurs confirmés. Il y a Baumgartner qui commence à avoir sa notoriété. Sabitzer qui est là depuis très longtemps déjà dans le circuit. Comme Radleimer, c'est pareil, dans le circuit professionnel, on le connaît depuis longtemps. Donc, je partirai sur les Autrichiens parce que pour moi, il y a un peu plus d'expérience. Et pour moi, les Autrichiens ont un effectif qui, sur le papier, est plus fort que celui des Turcs. Et surtout, la puissance collective de cette Autriche est pour moi un petit cran au-dessus de celle de la Turquie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'une surprise de la Turquie qui passe par exemple en quart de finale, ce serait pas étonnant non plus. Mais je reste sur cette Autriche qui pour moi dégage une puissance collective encore plus forte que la Turquie. Passons à l'avant-dernier huitième de finale, Angleterre-Slovaquie. Et je vous avoue, j'ai même pas vraiment envie d'en parler puisque l'Angleterre me désole tellement dans ce début d'Euro que franchement, c'est une rencontre qui me semble presque équilibrée. Tellement cette Angleterre a proposé du néant. C'est dramatique d'avoir une équipe aussi complète à quasiment tous les postes et de réussir à rien tirer, à ne rien proposer en termes de jeu. Mais encore, si ça fonctionnait comme mode de jeu, peut-être qu'on râlerait moins. Mais en plus de ça, ça marche pas. En plus de ça, cette équipe d'Angleterre ne se procure quasiment pas d'occasions. Et les seules fois que l'Angleterre s'est procuré des occasions, c'est lorsqu'il y a eu du dépassement de fonction, quand il y a eu des appels en profondeur, quand il y a eu des décrochages entre Bellingham et Kane, quand Saka aussi a fait des belles performances. Et franchement, Gareth Southgate me désole. Il a une magnifique génération en Angleterre et il en fait rien. Phil Foden n'est pas à son poste. Phil Foden est un joueur de demi-espace droit. Il se retrouve sur le côté gauche. Il a rien à faire là-bas. C'est pas un ailier, Phil Foden. Bellingham se marche dessus avec Harry Kane alors que face à la Serbie, les décrochages fonctionnaient très bien entre les deux. Bukayo Saka a du mal à refaire sa performance qu'il avait faite face à la Serbie. Au milieu de terrain, Declan Rice est complètement perdu à côté de Trent Alexander-Arnold. Et franchement, Trent Rice, ça me fait de la peine parce que Rice est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, l'un des meilleurs joueurs du monde. Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, ça fonctionne à Liverpool. Et là, l'alliance entre les deux ne fonctionne pas du tout. La qualité de pied et la vista habituelle de Trent Alexander-Arnold, on ne la voit pas. Declan Rice n'a plus aucune vista, c'est pareil. Il est un peu perdu au milieu de terrain, il ne sait pas quoi faire. Ils sont constamment en train de calmer le jeu alors qu'il y a 0-0. Franchement, cette équipe d'Angleterre, elle me désole, elle me déprime. Et le fait que Cole Palmer et Kobe Mainoo n'ont quasiment pas joué, et surtout sur ce dernier match, Cole Palmer rentre, en 30 minutes, il fait mieux que tous les autres joueurs présents. Il faut peut-être qu'il se pose des questions, Gareth. Peut-être qu'il y a des choses à revoir. Et franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que l'Angleterre, elle a un magnifique effectif, elle a des solutions, elle a des choses à essayer, mais elle ne les essaye pas. Et je pense que utiliser par exemple Foden sur ce côté droit avec Saka pour justement apporter un peu plus de densité à droite, ça pourrait être intéressant. Et peut-être faire rentrer mettre Anthony Gordon sur le côté, redescendre un petit peu Bellingham pour qu'il se marche moins dessus avec Harry Kane. Ça, c'est des choses à tenter. Et Gareth Southgate ne l'a pas fait durant cette phase de poule. On savait que l'Angleterre allait se qualifier. Il avait des possibilités de tenter des choses, mais il l'a pas fait. Et du coup, il se retrouve en phase finale avec aucune certitude. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Donc cette équipe d'Angleterre, je ne la vois pas forcément favorite dans cet Euro. Et dans cette confrontation face à la Slovaquie, je sais pas. Surtout que la Slovaquie a montré de très belles choses dans son fameux groupe E composé de la Belgique, de l'Ukraine et de la Roumanie. Ils ont montré des belles choses. Franchement, ces Slovaques ont été très intéressants. Et je me dis que l'Angleterre peut peut-être tomber sur un os et peut-être même perdre dès les huitièmes de finale. Je ne leur souhaite pas évidemment parce que je trouve que cette génération dorée de l'Angleterre mérite un titre. Mais franchement, Gareth Southgate ne me rassure pas en termes de jeu et même en termes de résultats, je le trouve juste catastrophique. C'est l'un des pires sélectionneurs que j'ai vu. Et je vais quand même partir sur l'Angleterre gagnante, mais il va falloir vraiment hausser le niveau parce que ces Slovaques sont vraiment une équipe assez particulière et qui peut être très embêtante à jouer. Bon, avant l'outro de cette vidéo, avant la fin définitive de cette vidéo,
vous avez dû voir qu'il n'y aura pas de prono Italie-Suisse. Et surtout, vous devez vous en douter. Vu l'heure, le match est déjà commencé au moment où je fais cette vidéo, au moment où je vous parle de ça. J'ai pris beaucoup de retard sur le montage et ça a été un petit peu compliqué niveau timing. Donc vous avez les pronos pour toutes les autres confrontations, mais pas pour Italie-Suisse. Même si là je vous le donne comme ça, mon feeling un petit peu avant le match était que la Suisse allait se qualifier. On verra comment ça va se passer par la suite. Bon bah voici mes pronos, la vidéo est terminée, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, elle a été un petit peu dure à faire puisque les duels sont assez globalement très équilibrés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à commenter, voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord d'ailleurs. J'ai envie de voir aussi vos pronos dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine, salut!